Willis donc, nous a parlé de One Big Table et de la base de données. Et maintenant, moi, je vais vous parler donc de l'outil BI à utiliser. Donc, pour directement se connecter à donc, la Data Warehouse. Et moi, donc, je vais vous parler de cet outil. Alors, moi j'aime bien vous voir, donc je vais rester debout. Mais normalement, vous pouvez voir l'écran, parce que je suis grand, mais pas encore assez pour que vous ne puissiez pas le voir. Donc, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Kevin. Donc, je suis consultant data, formateur. Ça fait maintenant un peu plus de 12 ans que je suis dans la data. Donc, j'ai commencé d'abord en tant que statisticien. Et puis après, vu que mettre statisticien sur son CV, c'était plus trop à la mode, alors j'ai mis data scientist. Ça m'a aidé à trouver un job. Et ensuite, après le data science, je travaillais pendant 2, 3 ans et c'était peut-être pas les bonnes compagnies où je travaillais en data science. Parce que vous savez, si vous travaillez, je pense, chez Amazon ou vraiment des sociétés où les data scientists sont vraiment mis en avant, alors vous avez des projets qui sont intéressants. Mais si vous travaillez dans une société qui est moins intéressante ou une société qui a mis maintenant IA dans tous ses produits pour pouvoir mieux se vendre, alors souvent, les données ne sont pas forcément labellisées et donc il y a tout un travail de restructuration de la donnée, tout ce travail-là qui est à faire, qui n'est pas fait. Et finalement, en tant que data scientist, eh ben, on est data engineer, data analyst, data tout sauf scientist. Mais je ne suis pas là pour vous raconter ma vie. On va le faire après, peut-être si vous voulez. Mais je suis là pour vous parler donc de Evidence. Alors, pourquoi Evidence? Parce que je vous assure, ils ne m'ont pas payé, hein. C'est un outil comme Power BI, on va voir la différence. C'est un outil qui est open source et qui permet en fait de directement se connecter au Data Warehouse. Si j'ai le temps, je vais même vous faire une démo. Donc c'est léger, rapide et interactif. Et bien sûr, ce n'est pas un outil au hasard dont je vous parle, c'est un outil qui est déjà utilisé en production chez BMW, Okta, Jinko. C'est un outil qui est open source. Et derrière, hein, les investisseurs, c'est Y Combinator. Y Combinator, pour ceux qui ne savent pas, c'est Airbnb, Algolia, il y a quoi d'autre, Dropbox. Donc, c'est du lourd. Bien. Alors, comment la plupart des outils de business intelligence fonctionnent? J'ai vu qu'il y avait plein de data analysts dans la salle, donc vous savez très bien comment ça fonctionne. Et on va donc le mettre en comparaison avec Evidence. Donc, pour l'outil traditionnel, donc d'un côté, vous avez votre outil de BI. Merci beaucoup. Donc, on va dire Power BI ou Tableau. Je sais qu'en France, c'est plutôt Power BI, hein. Donc, on va dire Power BI. Vous, peut-être, ou l'utilisateur final plutôt, donc une personne du côté business qui utilise le dashboard que vous avez créé. Et bien sûr, le Data Warehouse qui est maintenant une big table, one big table que Willis Mais pas que, a présenté. mais pas que. Mais bien sûr, je sais que les experts ici à Power BI dans la salle vont me dire non, non, surtout pas. Parce que hein, Power BI, ça fonctionne mieux avec un modèle en star, donc en étoile. Merci beaucoup. Donc, comment ça se passe? Dans un premier temps, donc, tous les data analysts qui sont dans la salle, ils configurent les dashboards. Une fois qu'ils ont configuré les dashboards, alors l'utilisateur final, le métier, une fois qu'il va aller sur le dashboard, ce sera toujours la même chose. Il va mettre ses filtres dans l'outil. L'outil va aller vers le data warehouse. Il va sélectionner donc les données qui sont sélectionnées. Il va les renvoyer vers l'outil, donc Power BI, et donc ça va se présenter à vous. Donc vous voyez, c'est toujours ces mêmes 4 phases qui vont être répétées. Les 4 phases pour accéder à la data. Bien. Maintenant, le désavantage de ce fonctionnement, c'est lequel? Alors, le premier, c'est la performance. La performance, c'est si votre setup est mauvais, donc la manière dont a été configuré le data warehouse et le lien avec donc le dashboard. Je ne sais pas si ça s'est déjà produit chez vous, mais moi, je me souviens que j'étais chez un client où, lorsqu'on cliquait sur un filtre, ça mettait comme 30 secondes pour avoir une réponse et l'utilisateur final, il ne peut pas accepter ça. Donc, performance, c'est un vrai problème. Il y aura aussi le coût. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui se connectent au même dashboard, des fois, ça peut créer des ralentissements. Ça, on ne veut pas non plus. Et enfin, l'aspect fragile.
C'est-à-dire que dans une société, il y a toujours l'équipe data et de l'autre côté, l'équipe business. Et si dans l'équipe data, un data engineer finalement fait un changement dans une colonne, peut-être un changement de type ou peu importe, et que dans le dashboard, ça ne se voit pas, et ben ça va créer des incohérences. Et après, vous savez, vous allez avoir dans les équipes business des personnes qui vont vous dire « Ah non, mais nous, on consulte plus le dashboard parce que les résultats dedans, ils sont pas cohérents. Hein, il suffit des fois une ou deux incohérences pour rompre la confiance. Hein. Vous savez, hein, c'est comme en amour. Alors, c'est difficile à acquérir la confiance en amour, mais pour la perdre, il suffit d'une petite chose. Donc voilà, j'ai repris avec la confiance. Et la différence avec évidence maintenant, c'est que ça va être construit différemment. Donc, en fait, à l'intérieur de l'application, vous allez avoir les données. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et bien sûr, hein, comme d'habitude, on a 3 personnes. L'utilisateur final, le soft, donc évidence, et enfin, le data warehouse. Et entre, en fait, le data warehouse et évidence, on aura une étape de build. Donc, une étape où on va construire. Et c'est là où va vraiment se faire la différence avec les outils classiques. Donc, dans un premier temps, comme d'habitude, l'équipe data va créer donc le dashboard. Mais le dashboard ici, il sera basé sur 3 éléments. Donc, du Markdown. Le Markdown, donc maintenant, c'est ce qu'on utilise sur Slack, sur Notion, sur tous les outils. Du SQL et aussi du HTML. Mais le HTML, ce sera du pseudo-HTML. C'est juste des balises. Et vu que dans la salle, tous vos rôles commencent par data, c'est sûr que ce n'est pas ça qui va vous dépasser. Donc, dans un premier temps, alors, vous allez faire l'étape de construction de votre dashboard, donc avec les allers-retours, en basant sur des queries SQL, et puis le Markdown. Et une fois que vous allez être satisfait, vous allez passer votre dashboard en production. Et maintenant qu'il sera en production, il y aura la donnée dedans. Ce qui veut dire que si le data engineer fait des changements du côté du data warehouse, bon, il n'y aura pas de bug, vu que la donnée, elle a déjà été copiée à l'intérieur du dashboard. Et au final, l'utilisateur, en fait, il va juste interagir avec l'interface sans avoir à aller dans le data warehouse. C'est là vraiment où réside la différence. Et donc, une fois que toutes ces étapes sont effectuées, alors, les avantages, hein, c'est la performance, parce que les queries, en fait, elles sont déjà pré-écrites. Il y aura aussi le côté tout ce qui est testing et CI/CD, parce qu'on peut directement, en fait, lier la création de ce dashboard à GitHub, mais pas que. On pourra aussi le lier à des outils comme dbt, qui est vraiment à la mode hein, aujourd'hui. Donc, lorsque vous voulez donc, automatiser la construction de votre workflow, de votre flux de données, du déplacement, du raw, donc de ce dont Willis a parlé, hein, lorsque vous avez la couche bronze, hein, ou la donnée un peu brute, à la couche gold, où la donnée répond aux questions business. Voilà. Donc, jusque-là, ça va, pas trop de questions? Super. Mais bien sûr, hein, évidence, le problème aussi, il y a aussi des problèmes. Et les problèmes sont les suivants. C'est que si vous voulez faire ce que beaucoup d'entreprises veulent faire, du real-time, même si le real-time, je pense que le real-time, ça a vraiment du sens lorsque, par exemple, vous voulez retirer de l'argent à un certain moment dans un pays et puis on veut voir est-ce que c'est une fraude ou pas, ça a du sens de faire du real-time. Si c'est pour regarder le chiffre d'affaires d'un pays en question, est-ce que ça a du sens d'avoir du real-time? Bon, je ne sais pas. Tout ce qui va être self-BI. Alors, self-BI, peut-être qu'on pourra en discuter ensemble durant le cocktail. J'ai vu plein d'entreprises qui voulaient mettre en place du self-BI. Self-BI, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros que les équipes business décident elles-mêmes des différentes métriques qu'elles vont mettre dans un tableau pour voir ce qui les intéresse. Tous les projets self-BI que j'ai vus, c'était tous des échecs. Et enfin, l'évidence ne va pas être un bon choix si vous devez juste consulter de la donnée sans la copier.
Je vous donne un exemple. Alors, imaginons que vous travaillez avec la sécurité sociale. Hein. Vous êtes un consultant pour la sécurité sociale française, donc vous avez des données privées sur différents patients et que vous êtes amené à vous connecter à leur data lake, donc à leur data warehouse, pour créer des visualisations, tout ça, mais sans forcément devoir la copier. Vous êtes juste amené à read, à la lire. Alors là, vous allez créer un outil où la donnée sera copiée, il sera possible de l'exporter et donc on ne sera pas RGPD compliant là, on sera comme OpenAI. Donc non, on ne veut pas de ça. Donc, alors, je ne sais pas. Ah, d'accord. Donc, ce que je dis, donc, évidence, c'est basé sur du Markdown, des requêtes SQL et un peu d'HTML. Et donc, je vais vous montrer ça très rapidement. Je vais voir si j'ai le temps. Alors, et on est à combien de temps? Ok, c'est l'heure canadienne, là. J'ai ici vers 14, je ne sais pas combien de temps, depuis combien de temps tu joues. Les 7h15. Et les 7h15, bon, alors en 5 minutes, on va voir si j'ai le temps de faire ça. Allez, on lance le chrono. Jack Bauer. Donc, ce que je vous dis, c'est que c'est super facile à faire. Vraiment, c'est incroyablement facile. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller dans Finder et puis Démo. Donc, je vais créer donc, un dossier qui va s'appeler Évidence. Une fois que ce sera créé, je vais aller dans... c'est où? C'est Visual Studio. Et dans Visual Studio... Alors... Visual Studio... Ah ouais, mais là, je ne suis pas aidé, là. Il est où Visual Studio? Il est là. Donc, voilà. Dans Visual Studio, ce que je vais faire, c'est que je vais le fermer. Bon, là, c'est un projet qui est déjà construit. Donc, je vais en créer un nouveau. Donc, File, New Window. Voilà. Et là, ici, il y a évidence quelque part. Get Started, More. Donc, évidence. C'est une extension que j'ai téléchargée. Get Started. Créer un projet. Et lorsque je vais créer mon projet, je vais le mettre donc, dans le dossier que je viens de créer. Et automatiquement, donc, ça va créer un dossier et je vais cliquer sur Start Évidence. Et là, ça va en fait build, donc construire le dossier. Et une fois que ce sera construit, donc, ça va mettre un certain temps. Hein. Donc, il y a le terminal qui tourne et automatiquement, ça va me créer en fait un espèce de prototype. Hein, et une fois que ce sera fait, donc, ça met un petit moment. Il y a toujours un petit message comme ça. Et là, il y a marqué localhost. Donc, ça veut dire que c'est disponible. Et ça m'ouvre une page où, vous voyez, j'ai le code SQL qui s'affiche. Donc, là, c'est du SQL. Select, catégorie, from, group by. Et directement dans mon rapport, je peux créer des visuels. Et imaginons que je suis une personne du côté business et que derrière, en fait, je ne suis pas sûr au niveau des requêtes. Je veux regarder des choses. Oups, je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors, je vais cliquer sur Home. Que s'est-il passé? C'est l'effet présentation. Attendez. Alors, refresh, OK. Bon, c'est l'effet présentation. Je vais fermer et je vais retourner sur Visual Studio. Et ici, donc, je vais stop et je vais relancer. Et une fois que j'ai relancé, donc, ce que je vais faire, c'est que, voilà, localhost. Et ce que je voulais vous montrer, c'était la chose suivante, c'est que, en fait, je pourrais aussi écrire des requêtes SQL dans l'outil. Bon. Malheureusement, là, je ne sais pas ce qui se passe. C'est l'effet Bonaldi. C'est l'effet présentation. On l'a vu. Mais vous avez vu les grandes lignes. Je ne sais pas s'il y a des questions.